Bien, donc bonjour à toutes et à tous, chères enseignantes, chers enseignants stagiaires. Je vous rappelle qu'on est dans la quatrième session qui s'incarne dans le module de la didactique professionnelle des mathématiques. Alors, ce que je voulais vous proposer dans cette séquence, c'est une situation problème nouvelle. On va parler d'une situation que j'ai nommée la situation problème à dimension motivationnelle, ou encore la situation problème motivante. Alors, en gros, je vais vous parler de la motivation et je vais commencer par évoquer une petite blague. Oui, une petite blague. Le logarithme et l'exponentielle mangent au restaurant qui règle l'addition exponentielle car le logarithme ne paie rien, le logarithme ne paie rien, le logarithme n'est pas rien. Cette blague a été évoquée par un professeur de mathématiques au lycée lors de son introduction du chapitre de la fonction exponentielle. Interrogé à ce propos dans une séance de régulation tenue à notre centre de formation, il a répondu que à cette période ou bien à cette époque morte de l'année scolaire, la motivation observée au début a tendance à diminuer, alors on cherche des stimulants pour animer la classe. Alors ce constat de démotivation partagé par la plupart des enseignants expérimentés nécessite, à notre avis, une discussion sérieuse pour combattre l'ennui et la routine que revêt de l'opération de l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Alors, je vais vous parler sur la base d'un article publié à la revue suisse mathématique pour l'école. Cet article est intitulé « Une situation problème motivante autour de la fonction exponentielle ». Vous trouverez le lien sur le web pour le lire à tête reposée. Et donc, je vais enchaîner pour dire que la motivation pour le travail scolaire baisse à l'adolescence, d'après des auteurs, d'après des recherches. Néanmoins, vu la diversité des facteurs influençant cette dynamique, c'est-à-dire groupe de classe, environnement scolaire, famille, approche pédagogique, société, nous allons préciser le cadre théorique pour inscrire notre contribution dans un dispositif d'apprentissage. Et ce processus d'apprentissage, je vais le nommer situation problème motivante. Donc, je vais essayer en quelque sorte d'évoquer l'aspect pragmatique de la motivation. Pragmatique, ça veut dire quelque chose d'expérimental, de pratique, de concret. En d'autres termes, je vais essayer de didactiser le concept de la motivation. Alors, plus précisément, je vais retenir comme cadre théorique la théorie de l'autodétermination, selon laquelle l'apprenant est censé désirer être actif. Bon, c'est une théorie élaborée par D.C. Ryan en 2002, deux chercheurs en psychologie. Pour autant, pour encourager le passage à l'action par différentes approches, que ce soit psychologique, sociologique ou anthropologique, la littérature se tient qu'il faut dépasser le débat sur l'importance attribuée à un facteur ou à un autre, sur la problématique de la motivation. Donc, nous avons déjà essayé d'exhiber quelques émergences de rôle didactique de certains de ces facteurs dans les situations particulières, par exemple la situation dont je vous ai parlé, la situation problème historique ou bien la situation problème étonnante. Alors notre objectif dans cette séquence, dans ce travail, à travers des tâches d'apprentissage et de présenter des outils mathématiques de manière non habituelle, ludique, dans le but d'incarner un nouveau sentiment positif envers les mathématiques chez les lycéens. Donc, dans une deuxième partie, dans un premier mouvement, je vais vous parler de la définition de la motivation. On va voir ça de plus près. Et puis, dans une deuxième séquence, c'est-à-dire la vidéo prochaine, je vais vous parler de
vais énoncer la situation problème motivante et on va faire une analyse a priori, puis une analyse posteriori, on va passer à l'expérimentation et bien évidemment énoncer la lecture didactique ou bien les commentaires didactiques sous-jacents. Alors, le cadre théorique, et ça c'est l'objectif de cette séance, le cadre théorique de notre travail, de mon travail d'une part, vise à clarifier quelques processus et facteurs de la motivation selon des études récentes. Donc, récentes, ça veut dire depuis l'année 2000, hein, et vous pouvez en consulter les auteurs dans le manuscrit. J'aime pas vous citer un nombre d'auteurs ou bien de statistiques, mais j'aimerais bien passer aux choses, disons, non techniques, mais vous pouvez prendre une idée une fois que vous avez fait votre lecture sur le papier qui est en ligne, je vous rappelle. Alors, et d'autre part, on va essayer de discuter toute influence possible de l'adolescence, vu que le sujet, le lycéen, c'est un adolescent. Alors, comme première série de remarques que j'ai intitulé « Vouloir au lieu de falloir faire les mathématiques ». Donc, vouloir, donc je veux faire des mathématiques, ce n'est pas la même chose qu'il faut que je fasse des mathématiques. Alors, vouloir au lieu de falloir faire les mathématiques, donc je vais prendre comme cadre théorique la théorie de l'autodétermination. Donc, je vais éclairer ça un peu plus tard. Pour le moment, je vais commencer par définir la motivation, des définitions premières. Alors, dans le champ de la motivation, il n'existe pas à l'heure actuelle de théorie unifiée. D'après le dictionnaire Larousse, la motivation est définie comme des raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Fait pour quelqu'un d'être motivé à agir et non pas de motivation suffisante pour vous écouter. Ça, c'est une phrase et j'espère que vous avez la motivation pour m'écouter dans cette vidéo. Alors, dans notre cadre scolaire, et c'est ça qui nous intéresse le plus, il s'agit d'un état pour activer la satisfaction d'un besoin cognitif par la curiosité. Rappelez-vous que lors des paradoxes qu'on a évoqués lors de notre définition de l'étonnement, il y avait une curiosité naturelle qui se déclenche pour trouver une réponse à un phénomène étonnant. Alors, dans le cadre scolaire, pour la motivation, il s'agit d'un état pour activer la satisfaction d'un besoin cognitif par la curiosité. Cette conception peut bien convaincre l'enseignant à développer ces méthodes en travaillant sur les facteurs moteurs de cette attitude chez l'apprenant. Donc, c'est ça le projet, la finalité de notre travail dans le cadre théorique, c'est inviter, nous choisissons en fait de définir la motivation d'abord par approche socio-cognitive comme un processus qui suscite une action dirigée vers un but. L'objectif est d'influencer le projet pédagogique de l'enseignant pour qu'il cherche, en travaillant sur ces facteurs, pour déclencher, pour favoriser cette attitude chez l'apprenant. Alors, je vais vous parler de la théorie de l'autodétermination, hein, TAD. Alors, la littérature exige d'abord de spécifier le modèle de motivation parce qu'il n'y a pas un seul modèle. Et dans ce travail, j'ai choisi la TAD. Donc, pour chaque état d'étude, donc en contexte scolaire, nous retiendrons pour notre recherche la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Donc, ce sont deux chercheurs en psychologie. Cette étude a débuté depuis 1985 jusqu'à 2002. Et vu pourquoi ce choix, parce qu'il a des conséquences sur l'apprentissage. Alors, la compréhension des profils motivationnels peut aider considérablement l'enseignant à modifier la motivation de l'apprenant, surtout dans ses choix pour l'installation d'une activité d'apprentissage plus pertinente et pour plus d'engagement cognitif chez ce dernier. Il existe différents types de motivation qui se distinguent par leur degré d'autodétermination. Alors, la TAD fait le point sur
la dynamique motivationnelle responsable de l'engagement. C'est-à-dire, il n'y a pas cet aspect statique, mais c'est dynamique de l'individu dans une activité et le changement possible automotivé de son comportement. Et là, comme l'un des principes que chaque être humain a une tendance innée à chercher continuellement le développement de son potentiel humain et de son assonance psychologique. Je répète cette phrase qui me paraît une phrase clé. Alors, la dynamique motivationnelle a comme l'un des principes le fait que chaque être humain a une tendance innée à chercher continuellement le développement de son potentiel humain et de son assonance psychologique. Donc, c'est de façon naturelle qu'on cherche la motivation, c'est l'être humain. Alors, cette théorie dépasse en psychologie les deux pôles classiques connus de la motivation, à savoir la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque. Pour plus de précision, en la subdivisant en d'autres types selon un continuum sous forme d'un segment dont l'extrémité droite se situe la plus autodéterminée forme de la motivation. Donc, je vais vous montrer ce continuum proposé par Deci et Ryan. Je vais partager l'écran pour voir ce continuum. Alors, voilà. Alors, voilà le continuum. Donc, c'est le continuum de la motivation selon la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Donc, la partie gauche, c'est le comportement non autodéterminé qui commence par la motivation, et se termine par une motivation intrinsèque, c'est le comportement autodéterminé. Et puis, au milieu, il y a la motivation extrinsèque, mais qui se divise en quatre types, disons, de régulation, à savoir la régulation externe, puis la régulation introjectée, la régulation identifiée et la régulation intégrée. Alors, le fait d'appeler ceci un continuum, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un ordre ou bien un processus linéaire de la chose. Donc, je vais passer à définir chacun de ces types de motivation. Alors, pour la première, à savoir la motivation, donc, on pourra donner comme exemple de la motivation, et je parle de la première ligne. Peut-être je vais vous garder voilà, le partage que je viens de faire. Comme ça, vous aurez à suivre mieux. Donc, voilà. Et puis, je vais vous parler de la motivation en premier. Alors, la motivation, on pourra donner comme exemple ici le cas d'un lycéen de la filière littéraire qui se force à assister à une séance de mathématiques, qui se pose la question, qui se demande à quoi sert cette discipline pour son parcours, puisqu'il ne trouve pas des avantages, à moyen terme ou moins. Alors qu'on pourrait procurer le calcul, la statistique ou la logique mathématique de façon générale. Ce sont des types de questions qui se posent. Alors, l'état de l'absence de la motivation autodéterminée, nommée amotivation, se distingue par le manque de processus de régulation chez l'apprenant. Quand ce dernier ne concède pas d'importance à une tâche d'apprentissage, elle est donc conséquence de l'inaptitude de l'apprenant à connaître la relation entre son propre comportement et le résultat obtenu. Et par la suite, il reproduit automatiquement de tels comportements tout en se questionnant chaque fois sur ces actes qui n'aboutissent pas à des résultats souhaitables. Telle est donc la définition de cette explication de la motivation. Maintenant, je vais passer à la motivation extrinsèque. On parle de la motivation extrinsèque une fois l'apprenant attendait quelque chose en échange de l'exécution de la tâche d'apprentissage. Il s'engage dans l'activité pour des raisons externes à lui et non pas par consentement.
À ce stade, il y a 4 types de motivation extrinsèque, à savoir la régulation, comme vous voyez dans le continuum, la régulation externe, la régulation introjetée, la régulation identifiée, enfin la régulation intégrée. Je vais passer à définir ou bien expliciter chacune de ces régulations. Alors, pour la régulation externe, il se fait quand le premier niveau de la motivation extrinsèque se définit comme le premier niveau de la motivation extrinsèque. Alors, le comportement, dans ce cas de l'apprenant, dans une activité, est régulé par des sources de contrôle extérieur à lui, telles des récompenses matérielles ou bien des contraintes imposées par une autre personne ou des punitions. Pour la régulation introjectée est le cas d'un élève qui choisit de faire, par exemple, la filière sciences mathématiques ou bien la filière sciences expérimentales, juste parce que l'entourage social qui lui présente une image idéale du métier de l'ingénieur ou de médecin, la régulation introjectée donc se produit lorsque l'apprenant commence à faire l'intériorisation des contraintes extérieures tout en ressentant une pression s'il ne fait pas la tâche qu'on lui a proposée. Pour la régulation identifiée, se produit lorsque l'apprenant pratique une tâche volontairement et consciemment, vu l'importance qu'il lui accorde. Par exemple, le cas d'un élève qui s'intéresse plus à la mathématique et à la physique, car il sait d'avance que cette discipline va lui permettre prochainement, par exemple, d'accéder à un plus d'un métier d'ordre technique avec un salaire important. Et puis, le cas de la régulation intégrée se caractérise par le caractère fort de l'autodétermination. Elle concorde avec le système de valeurs et des croyances de l'élève. Pourtant, elle se classe dans le cadre de la motivation extrinsèque et non pas intrinsèque, car elle a comme but de recevoir des bénéfices ou bien d'éviter des avantages extérieurs issus de l'exercice de l'activité, non pas par le plaisir qu'il en résulte. Donc, on peut citer ici le cas d'un apprenant d'une filière scientifique qui fait des exercices des sciences sociales juste parce que elle croit que cette discipline est facile et par suite, c'est une occasion pour améliorer sa note ou bien sa moyenne générale. Et enfin, on a la motivation intrinsèque, et c'est là l'objectif ou bien la finalité que nous ciblons. La motivation intrinsèque où l'élève, motivé par et non pas pour se situe à l'extrémité droite du segment de continuum comme étant le plus haut degré de motivation autodéterminée qui peut atteindre l'apprenant. Il implique que ce dernier pratique une activité en elle-même parce qu'il retire de plaisir en dehors des récompenses extérieures. Il retire du plaisir en dehors des récompenses extérieures, puis il s'engage par curiosité à approfondir sa recherche cognitive pour son intérêt personnel. Donc voilà donc une clé pédagogique avec laquelle l'apprenant devient indépendant de prendre la décision de s'engager à pratiquer la tâche scolaire avec persévérance, un apprenant qui aime vouloir faire les mathématiques au lieu de falloir faire les mathématiques. Donc, voilà pour la définition de chaque étape de ce continuum de Dicey et Ryan. Donc, je vais enchaîner sur une deuxième série de remarques. Maintenant, on est d'accord, oui, pour un apprenant intrinsèquement motivé, oui, et comment? Alors, la conception de la motivation chez la majorité des enseignants du lycée est mal conçue, car il se résume entre encouragement aux sanctions par la note. Or, cette vision simple ne dépasse pas dans notre cadre théorique le voisinage du niveau bas de l'autodétermination, c'est-à-dire la régulation externe. La question naturelle qui s'impose alors, est-ce qu'il existe un effet de la motivation extrinsèque sur la motivation intrinsèque? Cet effet, s'il existe, est-il positif ou bien négatif? Et les positifs, quels sont ses limites et comment enfin peut-on accroître la motivation intrinsèque?
Donc, pour répondre ou bien pour donner quelques éléments de réponse à ces questions, nous suggérons tout d'abord, d'après la littérature, de présenter, de comprendre les facteurs de la motivation dans un contexte scolaire afin de discuter la question du comment pour maintenir la motivation intrinsèque qui pousse l'apprenant à pratiquer sa tâche d'apprentissage avec persistance. Alors, dans cette partie, je vais évoquer les facteurs influents la motivation intrinsèque. Il y a deux approches, soit l'approche par psychologie sociale ou bien l'approche socio-cognitive. Et donc, il me paraît que je vais, dans cet article, me focaliser sur l'approche socio-cognitive. Alors, dans l'approche socio-cognitive, Vio définit la motivation scolaire comme un état dynamique qui a ses origines dans la perception ou bien les perceptions qu'un élève a de lui-même, de son environnement, qui l'incite à choisir une activité et à s'y engager, à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but. Alors, je vais vous montrer la dynamique motivationnelle intrinsèque selon Vio. Je vais vous présenter un schéma. J'espère bien que je vais le trouver. Oh, il n'y a pas. Ce n'est pas grave. Donc, je vais voir. Je vais partager avec vous la dynamique motivationnelle intrinsèque selon Vio. Alors, vous pouvez regarder. Il y a à gauche, c'est le contexte. Pour nous, c'est une activité pédagogique, c'est une situation, c'est un exercice, c'est une tâche. Et puis, il y a la source de la motivation que Vio classe en trois remarques. Alors, il y a la perception de valeur. Ça veut dire, il se pose la question, est-ce que c'est important? Puis, il y a la perception de sa compétence. Donc, l'élève se pose, ou bien l'apprenant se pose la question, suis-je capable? Et enfin, il y a la perception de contrôlabilité. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Et puis, la deuxième, ou bien l'étape suivante, elle fait un choix. Soit elle s'engage, soit elle persévère, et puis la réussite. Et puis, cette réussite a un retour, un feedback sur les sources de motivation. Donc, cette étape qui s'installe dans la manifestation de la motivation. Alors, je vais vous parler de ces sources de la motivation. Donc, éclairer chacun des déterminants figurant dans le modèle qu'on vient de voir. Alors, pour la perception de soi, pour la valeur de la compétence et de la valeur de la contrôlabilité peuvent être inscrits dans le cadre plus général de la perception de soi. Nous référons ici à la définition proposée par l'auteur de modèle, Vio. En contexte scolaire, les perceptions de soi font qu'un élève se crée une image de lui-même en tant qu'apprenant. L'importance des perceptions de soi en contexte scolaire a même conduit certains auteurs à affirmer que ce ne sont pas tant les capacités réelles de l'élève qui comptent dans l'accomplissement d'une activité d'apprentissage, mais bien celles qu'il pense avoir. Donc voilà l'importance de la perception de soi. En effet, l'apprenant dispose d'avance d'un préjugement de la tâche scolaire. Il lui attribue une signification qui dépend de sa propre conception de la discipline, ici dans notre cadre des mathématiques. Il se demande plus généralement quel est l'intérêt de l'école ou bien encore pourquoi elle est à l'école. Et pour apprendre, donc c'est une sorte de motivation intrinsèque, ou bien pour se perfectionner. Quant à la famille, elle a aussi un effet naturel qui influence directement ses conceptions chez l'élève, qui laisse que ce dernier a une certaine attirance pour certaines idées ou bien une certaine répulsion vers d'autres, par exemple leur jugement ou leur statut social dans une image de futur pour l'élève, moins que la perspective de cette image limitée dans le temps, moins que l'attribution de valeur de la tâche négative. Voilà donc
cette petite explication. J'ajouterai la perception de la valeur d'une tâche, c'est le jugement qu'un élève porte sur l'utilité de celle-ci, c'est-à-dire de l'activité mathématique, en vue d'atteindre les buts qu'il poursuit. Par exemple, si vous disiez à vos élèves que on va travailler des exercices qui sont semblables à ceux que vous allez travailler pour l'examen, la motivation dans ce cas, elle est à un niveau si haut. Hein. Donc, ces buts se varient entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Donc, les buts scolaires, l'apprentissage ou bien la performance. Cette perception est fortement influencée par la perception de l'élève de futur. Donc, il se pose toujours la question, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est important? Quel intérêt je peux récolter si une fois que je m'engage à une telle activité? Alors, on reste toujours dans le modèle proposé de la figure. On traite les 4 manifestations de la motivation. Alors, à savoir le choix, la persévérance et l'engagement cognitif et la performance. Alors, pour le choix, il se peut, cette question de choix, il se peut que l'élève possède la faculté potentielle de travailler son activité, mais qu'il choisisse de ne pas agir ou bien collaborer tout simplement parce qu'il n'est pas motivé. Un élève motivé choisit de prendre la résolution et se mettre en action dans une situation d'apprentissage, tandis qu'un élève démotivé se force à l'éviter. Il passe le temps à chercher des stratégies d'évitement plutôt qu'à des stratégies d'apprentissage. Par exemple, dans une classe, tourner les pages, recopier lentement l'exercice, bavarder avec son collègue, faire des petits dessins à la marge de la page. Voilà. Pour la persévérance est prise dans notre contexte, toujours selon Viau, comme une dimension temporelle, c'est-à-dire le temps total que consacre l'apprenant pour les mathématiques dans la classe et dans la maison, que ce soit une révision de la leçon, une recherche, lecture de cours, ou accomplissement des exercices, réflexion logique. Bien évidemment, faire des exercices bien choisis est plus important que faire un nombre important d'exercices. La question de qualité est fort intéressante dans ce cas. Passer toute la journée à calculer, par exemple, le discriminant d'une centaine de trinômes n'est pas un travail de qualité, comme vous le savez. Pour l'engagement cognitif, il y a des élèves qui attribuent plus d'attention que les autres pour la discipline. Et dans une classe de mathématiques, ils cherchent par exemple des places particulières proches du tableau, par exemple. Ils choisissent également des binômes particuliers pour leur travail. Ils deviennent moins bavards dans de telles séances. Aussi, ils développent des stratégies personnelles, c'est-à-dire des programmes de révision, des techniques de mémorisation, tracer des chemins à court terme. Alors, ces stratégies sont élaborées avec conscience et peuvent être régulées en moment de non-efficacité. Pour la performance, c'est un indice de la dynamique motivationnelle. Il permet d'avoir une idée générale et précise de l'opération d'apprentissage. Plus l'acteur est motivé, plus sa performance est remarquable. Mais en retour, la performance a un effet aussi sur la motivation. Ce changement de statut, de conséquences en cause est aussi déterminé car ce sentiment est un moyen crédible d'auto-évaluation chez l'apprenant. Voilà donc en gros ce qu'on a vu dans cette vidéo. L'objectif est d'installer un dispositif d'apprentissage qui va chercher à augmenter les facteurs ou bien travailler sur les facteurs de la motivation pour pour présenter des concepts mathématiques d'une manière ludique, inhabituelle, dans l'objectif d'avoir un apprenant autodéterminé, c'est-à-dire avec une motivation intrinsèque, quelqu'un qui aime, qui veut faire des mathématiques au lieu d'un apprenant qui voit la chose comme un devoir de faire les mathématiques. Alors, dans la prochaine vidéo, on va installer ce dispositif d'apprentissage nommé situation problème motivante
et on va faire une lecture a priori et a posteriori de la chose, de ce dispositif, et bien sûr avec une lecture didactique. Bien, donc j'espère bien que vous êtes motivés à me suivre également dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à bientôt.